À Infomag ce soir, le Rodéo Gatineau, des nouvelles de la CSCV et le conseiller municipal Marc Carrière sera avec nous. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine Infomag du jeudi 10 mars 2016. On annonçait en conférence de presse mardi dernier que du 20 au 22 mai 2016, ce sera la deuxième édition de Rodéo Gatineau au centre Robert-Guertin. Cet événement fait partie d'un circuit de 14 rodéos partout au Québec qui met en vedette les meilleurs cow-boys et les bêtes les plus performantes. Cette année, Rodéo Gatineau s'agrandit car sur le site du centre Robert-Guertin, la moitié du stationnement avant se transformera en zone de kiosques, de jeux et de spectacles. De plus, il y aura de la danse et des divertissements sous les chapiteaux. Ce rodéo sera le premier événement du circuit et permettra aux compétiteurs de cumuler des points afin de se qualifier à plusieurs finales d'envergure, dont celle du Festival Western de Saint-Tite. Il y aura également un volet familial car on veut attirer cette année les jeunes familles. Voici Isabelle Millette, directrice générale du Rodéo Gatineau. En réalité, on veut accueillir la jeune famille parce que c'est eux, de toute manière, en formant les enfants, s'ils aiment ça, qui vont devenir notre clientèle à long terme. Donc, c'est vraiment important pour nous d'inculquer, si on veut, le sport de rodéo à ces jeunes-là. Bien entendu, il existe les écoles de rodéo aussi, très, très fort aux États-Unis actuellement pour sortir les jeunes de la rue parce qu'ils cadrent énormément dans leur psychologie, si on veut, à devenir d'excellents cow-boys. Fait qu'éventuellement, on ne sait pas, peut-être un rêve lointain, mais il reste quand même que le sport de rodéo, étant donné qu'il développe une adrénaline, va quand même chercher les jeunes personnes. Donc, si on s'adresse aux 25-45 ans, bien entendu, c'est des jeunes familles. Fait que pour nous, c'est important de leur donner de la diversité au sein du rodéo, bien entendu, avec les spectacles pour enfants, les kiosques qui peuvent venir s'amuser, venir passer la journée tout simplement dans l'air de kiosques et également de pouvoir venir au rodéo avec la tarification spéciale que vous connaissez maintenant. Le nouveau porte-parole du rodéo cette année, Boom Desjardins. Cet artiste de notre région fait présentement le lancement de son nouvel album et tiendra un spectacle le vendredi soir avec ses invités spéciaux. Son spectacle reflètera son album. On peut l'écouter. Bien là, il faut dire qu'on fait un show plus rock. On va faire l'ensemble des chansons les succès de ma carrière, ça c'est bien certain. On va faire un petit clin d'œil à l'album. On va faire quelques chansons, 4 à 5 chansons. Mais on va faire le tour, même je te dirais même quelques chansons québécoises tirées de l'album Rock le Québec. On va avoir Rudy avec nous autres, fait on va aller un petit peu faire des tunes des Vilains Pingouins, rappeler cette époque-là, qui était l'époque où, sans vouloir les vieillir, je l'écoutais la musique, j'en faisais pas à cette époque-là. J'aime ça leur rappeler, à Patrick puis à Rudy. Mais on avait une grosse tournée Rock le Québec il y a quelques années, puis c'est un peu le mélange de tout ça qui va se retrouver sur scène le 20 mai. La municipalité de Lange-Gardien construira un nouveau chemin dans le parc d'affaires en zone industrielle. Nous avons rencontré le maire en début de semaine. Voici ce qu'il avait à nous dire. Oui, nous annonçons que nous allons procéder aussitôt que la période de dégel est complétée. Nous avons d'ailleurs commencé, parce que nous avons fait la coupe des arbres cet hiver, la construction d'un nouveau chemin dans le parc d'affaires. Alors, les citoyens se rappelleront que la municipalité a fait l'acquisition l'été dernier d'un autre grand segment du zonage industriel et nous avons déjà vendu 2 terrains assez grands pour une construction éventuelle à l'été. Alors, dans ces conditions-là, nous devons penser à faire un chemin pour donner accès à ces terrains-là. Et c'est un règlement d'emprunt d'une valeur de 366 000 $. Cependant, la population doit réaliser que tous les remboursements, comme dans les autres cas d'emprunts qui ont été faits pour le parc d'affaires, sont remboursés à même les surplus réalisés par la vente de terrain dans le parc d'affaires.
Toujours concernant la municipalité de Lange-Gardien, nous avons appris qu'en raison de l'augmentation de la population et pour des questions de sécurité, la Ville procédera à l'achat d'un tout nouveau camion-pompe pour le service des incendies. De nouveau, on peut écouter M. Robert Goulet. Ben, nous en sommes actuellement à un appel d'offres pour justement procéder à l'achat d'un camion d'incendie. La population se rappellera que nos 2 premiers camions ont été achetés, ils ont plus de 20 ans, et ils ont été achetés à la même occasion, au même moment. Alors, ça veut dire que nous devons penser à commencer à en remplacer un de façon à ne pas être pris à remplacer les 2 en même temps. Alors, compte tenu de l'augmentation de la population et tout ça, ces camions-là étaient des 1500 gallons. Alors, nous voudrions procéder maintenant, question de sécurité, à l'achat d'un camion de 2500 gallons. Alors, ça nous permettrait, avec l'avènement du parc d'affaires, avec les constructions constantes dans Lange-Gardien, de répondre aux besoins de nos pompiers en termes d'incendie. Mercredi soir dernier, c'était la réunion des commissaires à la commission scolaire au Cœur des Vallées. Selon la loi actuelle sur les élections scolaires, une commission scolaire doit procéder à une élection partielle dans un délai de 4 mois afin de pourvoir un poste. Puisque les commissaires Maxime Huppé-Labelle, Michel Parenteau et Jocelyn Fréchette ont démissionné dernièrement, il y aurait donc 3 scrutins qui auront lieu le 8 mai prochain. Mais le Conseil se questionne sur la nécessité d'investir 140 000 pour pourvoir les postes à combler, alors que le projet de loi numéro 72 qui a été déposé ferait en sorte que s'il était adopté, la Commission pourrait procéder par nomination au lieu de tenir des élections partielles. Une résolution a donc été adoptée par la CSCV et sera acheminée au gouvernement en leur demandant de statuer le plus rapidement possible quant au projet de loi 72. La Commission scolaire sollicite aussi l'appui du député de Papineau, M. Alexandre Iraca. Je vous invite à écouter Éric Antoine de la CSCV. J'aimerais beaucoup qu'il appuie notre requête, notre lettre, qu'il la dépose en main propre au ministre. Et puis, M. Ouellette va rencontrer justement M. Iraca personnellement ce vendredi. Et puis, je souhaite qu'il a déjà été ici, il a déjà été assis où moi je suis assis présentement. Ici, c'est quoi les besoins? Ici, c'est quoi notre réalité? Donc, j'espère qu'il va se souvenir de où il était et puis qu'il va utiliser où il est présentement pour faire pression sur son collègue. Nous, on a le privilège d'avoir M. Iraca très près de nous et puis on souhaite qu'il tende une oreille attentive à nos demandes. Je pense qu'on a des chances de succès parce que le temps avance et puis plus l'effet entonnoir s'approche de plus en plus. On va être entendu en commission parlementaire, donc il y a beaucoup de bruit à ce sujet. Toujours concernant la CSCV, nous avons voulu savoir quel était l'état des écoles sur le territoire de cette commission scolaire. Comme on l'a appris dans l'actualité dernièrement, plusieurs écoles à Montréal sont dans un état peu enviable. Est-ce que c'est la même chose ici? Pour plus de détails, voici M. Antoine. Il y a toujours des réparations qui sont à faire, c'est cyclique. On a des écoles qui sont cotées par lettre selon le montant d'argent qui est à investir dans chaque école pour les remettre à l'état acceptable. Et puis, on a 4 écoles qui étaient ciblées. L'argent a été dépensé, les rénovations ont été faites. Maintenant, ces écoles-là vont retomber dans une cote favorable. Et puis, on va passer aux prochaines écoles. On est toujours en constante amélioration, une amélioration continue de nos bâtiments, dans le fond. Donc, chaque école est remise à niveau selon leur cote de vétusté. Dans quelques secondes, je rencontre le conseiller municipal du district de Masson-Angers, Marc Carrière. Il sera question de la salubrité des logements dans notre secteur. Alors, M. Carrière, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Avec plaisir. Première fois qu'on se rencontre cette année. Il y avait un article dans le quotidien Le Droit très intéressant cette semaine sur la salubrité des logements. Et j'aurais aimé savoir avec vous l'état un peu
des endroits où vivre là, à Masson-Angers et Buckingham. Mais avant d'aller plus loin, je pense que c'est important de faire le contexte, ce qui est arrivé, en fait, pour arriver à ça, avec ce rapport-là. Il faut dire qu'il y a eu la politique d'habitation qui a été adoptée par le conseil municipal en octobre 2016, donc 2 conseils précédents. Puis l'objectif de ça, c'était bien sûr d'offrir aux Gatinois l'accès à un logement de qualité, de taille, respectant bien sûr tout le code entourant les normes de sécurité, peu importe, justement pour que tout le monde puisse avoir un endroit où se loger là, avec les particularités de chacune des personnes. Est-ce qu'il y a beaucoup de logements qu'on peut qualifier d'insalubres sur le secteur ici? Comme tel, c'est sûr que ça marche par plainte. Puis c'est là qui est venu aussi dans la présentation, là, juste dans le cas de Masson-Angers-Buckingham, il y a 5 plaintes qui ont été traitées. C'est sûr que dans le délai, ça devient préoccupant. On pouvait aller jusqu'à 150 jours, plus de 150 jours dans certains cas. Mais en même temps, c'est le premier rapport. Tantôt, je vous parlais de l'adoption de cette politique-là qui est venue en 2006. Donc, on est en 2016, 10 ans plus tard. C'est le premier rapport qui a été déposé. Pour moi, ça devient un outil très, très, très important. C'est sûr qu'à première vue, quand on parle que oui, c'est vrai que dans l'Est, le délai d'intervention ou le retour qui a été fait sur ces plaintes-là a été long, comparativement à ce qui se faisait ailleurs. Mais en même temps, je pense que... Puis en fait, du nombre, on parle de 5 sur 150, je pense, ou 155. Donc, en fait, de nombre, il y en a eu moins, comparativement aux autres secteurs de la ville. Mais en même temps, c'est sûr que c'est le délai d'intervention. Puis il y a plein de choses qui expliquent ça, entre autres. La capacité de livrer. C'est sûr que là, on parle de ressources humaines au niveau du service d'urbanisme. Il y aurait 2 temps pleins, un temps partiel en ce moment il y a déjà, pour tout le territoire. Exactement. Gatineau, Puis déjà là, avec ce rapport-là, ça vient nous faire un portrait de ce qui se passe pour vrai dans la vraie vie. Maintenant, il faut s'ajuster. Il y a déjà de l'ajustement qui est fait dans ce sens-là. Donc, pour moi, étant donné que c'est un premier rapport qui vient depuis l'adoption de la politique, les gens ont travaillé excessivement fort là-dessus. Moi, je vais laisser une chance aux coureurs. Puis en même temps, déjà, j'ai pu comprendre qu'il y a des ajustements qui sont faits. Donc, pour moi, c'est sûr que tant que ça serve d'outil pour être capable de s'améliorer, premier bilan, premier rapport, c'est une chose. Ça sera le deuxième où est-ce que, s'il y a des choses qui ne s'améliorent pas, qu'on pourrait peut-être intervenir plus fort. Pourquoi des fois on a l'impression que Masson-Angers ou Buckingham est comme un peu mis de côté ou que ça prend plus de temps pour nous? Écoutez, il y a plein de facteurs qui pourraient expliquer ça, mais il faut regarder aussi de façon générale. C'est l'étendue du territoire aussi de la ville de Gatineau fusionnée dans le temps. Moi, je pense pas qu'on est exclu de façon catégorique dans tous les services. En effet, il faut toujours travailler plus fort, puis c'est pour ça que je me suis engagé justement pour dire haut et fort, en fait, qui on est puis où on est. Donc, pour moi, c'est sûr et certain. Puis quand on voit des rapports comme ça qui expliquent que oui, on est, en fait, délai, on est hors norme, si je peux dire, ou on se situe pas dans la moyenne, mais pas du tout. En même temps, c'est sûr que j'ai dû intervenir. Puis oui, pour moi, ça devient un outil justement pour être capable d'améliorer les choses. Puis est-ce que vous pensez éventuellement qu'on pourrait avoir plus de ressources sur le terrain? Pour la surveillance? Oui, pour Mais assurer. c'est sûr et certain, là, Oui. ce rapport-là explique, puis oui, en effet, il y aura de la ressource additionnelle. C'est l'objectif aussi de ce rapport-là, justement, de s'ajuster en conséquence de ce qui s'en vient. J'aimerais savoir, parce que les pouvoirs de la ville de Gatineau, quand, disons, un logement est déclaré insalubre, je pense qu'on n'a pas, dépendamment des villes, c'est pas tous les mêmes pouvoirs et je pense qu'on est un peu désavantagé En fait, la là-dessus. politique reconnaît qu'il s'agit d'abord d'une responsabilité entre les propriétaires et les locataires qui doivent bien sûr s'assurer de l'entretien et de leur lieu, de leur logement. En même temps, c'est de l'entente qu'il y a. C'est sûr qu'on a des limites, mais en même temps, on reste quand même avec un certain pouvoir. Puis cette politique-là vient justement encadrer dans nos limites de nos pouvoirs, justement pour s'assurer que tout le monde puisse avoir un logement adéquat à leurs besoins. Et au niveau de votre secteur, le district Masson-Angers, est-ce qu'il y a des dossiers en ce moment que vous surveillez particulièrement? Pour vous dire, il y en a un peut-être qui est préoccupant, mais particulier, là, vraiment, là, même dans le nombre qui a été relevé, je ne peux pas vous dire aujourd'hui s'il y en a un en particulier, mais en même temps, on a englobé Masson-Angers, Buckingham dans le rapport.
Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire s'il y en a un en particulier. De toute façon, s'il y en avait un, je ne suis pas sûr que ce serait ici qu'on le traiterait. OK, parfait, il n'y a pas de problème. Je comprends ça. Mais très, très rapidement, je vais vous donner un exemple, un autre dossier. Quand on est à Tursault et on revient vers Masson-Angers, j'ai remarqué, ça m'a frappé encore hier quand je revenais de Tursault, en entrant dans Masson-Angers, le chemin tout d'un coup là, devient assez hasardeux. La route n'est pas belle. Je ne sais pas si vous avez fait un tour là. Écoutez, si on parle du chemin de Montréal, la 148, c'est une route provinciale. Elle appartient toujours au ministère du Transport, même si on est dans Gatineau. C'est sûr et certain que juste l'État, autant le chemin de Masson que le chemin de Montréal, en passant, on peut constater l'état, détérioration de la route comme telle. En même temps, je vous ai dit qu'elle appartenait toujours au ministère du Transport du Québec. Maintenant, ils sont prêts à faire les travaux d'asphaltage. Par contre, la Ville a des travaux dans le sous-sol à faire. C'est sûr et certain que pour moi, j'ai tenté au dernier budget, mais je vais commencer à m'attarder pour le prochain budget, justement pour qu'on en fasse une priorité, pour être capable de faire des travaux harmonisés avec le MTQ. Monsieur Carrière, merci beaucoup pour votre première visite. On se revoit bientôt. Ça fait plaisir. Merci. On passe maintenant au culturel avec ma collègue Jessie Laflamme de TC Média. Bonsoir, Jessie. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Stéphanie Saint-Jean de La Voix était au déjeuner spécial de la femme qui avait lieu cette semaine. Il y avait un déjeuner de la femme qui est de la maison d'hébergement pour elle des deux Vallées, qui est un organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Et Stéphanie Saint-Jean, qui est participante à l'émission La Voix, qui est une chanteuse de plus en plus reconnue à Buckingham, a une amie qui travaille dans cet organisme, donc elle a décidé de participer au déjeuner un peu comme porte-parole pour soutenir la cause. Et ça a porté des fruits car 215 personnes ont voulu assister au déjeuner. Ça avait déjà été annoncé que Stéphanie Saint-Jean serait présente. Il y avait même une file au restaurant La Bistro pour déjeuner, pour pouvoir manger. Et 215 personnes, ce qui équivaut à peu près à 2000 $ de profit pour l'organisme Maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées, qui évidemment a fait des profits dans cette activité, mais ça leur permet aussi de se faire connaître. Et Stéphanie Saint-Jean, on saura dimanche, je rappelle qu'elle est maintenant avec le coach Pierre Lapointe, et à la suite du duel, elle a été volée. Et on saura dimanche cette semaine à 19h si elle fait partie des champs de bataille ou si elle passe directement en haut direct de l'émission La Voix. Donc, c'est à suivre dimanche soir. Et il y a aussi l'artiste Diane Fontaine avec 7 femmes s'exposent. Oui, on reste dans la Journée internationale de la femme. Diane Fontaine l'organise pour la première fois à sa galerie de l'avenue Buckingham. Et 7 femmes qui ont ces 7 médiums différents, 7 techniques différentes, mais qui ont un même lien commun qui est l'art moderne. Et donc, le vernissage aura lieu ce vendredi de 18h à 21h. Les heures d'ouverture pour la fin de semaine, c'est samedi, dimanche de 11h à 17h. Et les 7 femmes vont peindre sur place en direct samedi. Et les 7 femmes sont Nathalie Lapointe, Marie-Claude Gervais, Marie-Claude Bouchard, Francine Bouchard, Andréane Laberge, Marie-Josée Larochelle et évidemment Diane Fontaine. Et elles proviennent un peu partout au Québec. Donc, une exposition qui se déroule toute la fin de semaine. J'en ai une excellente à te conter. Tu sais comment à chaque semaine on fait la promotion du culturel, c'est important, puis tout ça. Imaginez-vous donc, mesdames et messieurs, j'ai appris qu'un de nos techniciens ici, dont on va taire le nom pour des questions de confidentialité, Sébastien, avait des billets pour aller voir François Bellefeuille, des billets qu'il a achetés. Oui. Ça fait à peu près 1 an. Il a oublié d'y aller. Non! Puissant. Il faut avoir de l'argent. Non, on ne saura pas si le show était bon. Non, on ne saura jamais. Et l'exposition au Café des artistes. Oui, on reste dans les peintures, dans les toiles. On s'en va au Café des artistes de la Lièvre avec Sylvie Malenfant qui expose jusqu'à la fin mars. Madame Malenfant fait surtout des portraits et à partir de dessins graphiques. Des fois, elle utilise de la couleur, de la pastel, mais c'est assez rare. Et pour elle, dessiner, c'est nécessaire comme l'air qu'elle respire. Ça fait en sorte que c'est une petite bulle de bonheur. Et pour voir ses œuvres, c'est possible de visiter le www.sylviemalenfant.ortacademy.com. Toi aussi, tu es une bulle de bonheur. Il y a des... Merci. Il y a
des spectacles aussi Oui. au Café des artistes. Oui, wow! On reste au Café des artistes de la Lièvre. Spectacle à venir en fin de semaine, samedi soir. Léonard Constant, qui sera là avec 2 de ses collègues. Ils vont nous transporter dans les airs brésiliens, bossa nova, une soirée rythmée finalement, jazzée aussi. Ça se déroule samedi à 20h30. Également, on a les Malpris qui sont Pierre Vachon, puis oui, Mario Bouliane et Stéphane Godin qui ont préparé un spectacle acoustique expressément pour le Café des artistes de la Lièvre. Ça se déroule la semaine prochaine, le 18 mars à 20h30. Ils joueront des airs qu'on leur connaît déjà, mais également des pièces qu'ils n'ont jamais fait. Donc, c'est à découvrir. Et on a Robert Garceau, qui est un habitué de la scène du Café des artistes, qui sera présent le vendredi 8 avril pour faire des pièces de son dernier album, Le temps des éphémères. Et il y a également un souper historique au Café des artistes. Encore au Café des artistes, on y va avec toutes les formes d'art au Café des artistes de la Lièvre. Et là, on mélange... Pas toute la même journée. Ça, non, pas toute la même journée, mais quand même, c'est vendredi. Donc, celle-là, c'est demain soir. Et c'est une fin de semaine occupée. Et on y va avec l'art culinaire et l'art historique. Et dans le fond, les gens auront la chance de manger des plats inspirés dans les compagnies forestières qu'on servait dans la compagnie McLaren en 1906. Parce qu'on sait, Martin, à l'époque, on y allait par l'estomac pour recruter les gens et les garder sur place. Pour garder les meilleurs travailleurs, il fallait bien les nourrir. Et donc, pendant la soirée, le président de la Société d'histoire de Bocam, Michel Riberdy, sera présent pour parler comment ça se passait à l'époque dans les camps forestiers. Donc, une soirée à ne pas manquer. Et c'est demain soir. Pour avoir des informations supplémentaires, vous pouvez téléphoner au 819-281-1987. Et il y a un appel de candidature pour Trace. Ben oui, bien avant, oui, mais avant, il y a le Festival d'Outaouais. Oui, tu voulais me parler du Festival d'Outaouais émergent, c'est vrai. Qui, eux aussi, Excuse-moi, j'émerge, là. trop d'appels de candidature cette semaine. C'est vrai. Festival Outaouais émergent qui lance justement des appels de candidature. C'est un festival urbain, culturel et multidisciplinaire qui se déroule au centre-ville de Gatineau. C'est la 9e édition en septembre prochain. On est à la recherche d'artistes. Et on a rencontré Annabelle Baudry-Sarrazin, qui est la directrice des communications et des partenariats du Festival émergent, qui peut vous en parler. Certainement, on cherche des artistes tout azimut, toutes disciplines surtout. On a reçu déjà beaucoup de musique. On est ouvert à plein de choses, la danse, le théâtre, la performance, les arts visuels et de tous les niveaux également. Donc, ce qu'on cherche avant tout, c'est de la créativité et de l'audace. On n'est pas sourcilleux là-dessus, je dirais. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment des gens qui vont être capables de livrer une bonne performance et d'étonner le public avant tout. Donc, on veut créer des climats, des micro-scènes qui vont être créatives et stimulantes. Et Jessie, c'est jusqu'à quand cet appel de candidature? Les artistes ont jusqu'au 18 mars à midi pour déposer leur candidature. Pour voir tous les détails, c'est possible de visiter le www.festoe.ca. Et là, c'est pour vrai. Oui. Il y a un appel de candidature aussi, mais pour Trace. Oui, c'est un symposium d'artistes. En fait, ça en regroupe une quarantaine. Ça se déroule à Chamboisé, à l'Ange Gardien. Et c'est en septembre prochain. Et oui, on est à la recherche d'artistes. On le sait que le Carrefour culturel Estacade ne s'occupe plus maintenant de l'activité. C'est un organisme sans but non lucratif qui a pris la relève, qui a été fondé dernièrement justement pour veiller à l'organisation de cet événement. Et donc, il y a plusieurs critères à exiger, dont il y a des coûts à payer pour envoyer sa candidature. Et cette année, la présidente d'honneur sera Marie-Josée Leroux, qui est une sculpteur. Et moi, pour avoir tous les détails concernant l'appel de candidature, vous pouvez visiter le www.symposiumtrace.com. Et Jessie, on a reçu un courriel, je voulais te parler de ça, concernant un dossier dont on traite depuis... Pourquoi tu ris? J'adore tes surprises comme ça. Ah, c'est bon. On a reçu un courriel. La personne, c'est concernant un dossier que ça fait plusieurs semaines qu'on traite. C'est Alex de Gatineau qui nous demande, concernant Snoopy et Peanut, comment se fait-il qu'il y a 2 noms, ce chien-là? Merci pour votre émission. Je conseillerais de regarder le film pour avoir la réponse. Honnêtement, je ne l'ai pas vu, ce film-là. S'il avait parlé d'autres choses, peut-être, mais Très bonne question. Écoute, c'est essentiel qu'on revienne là-dessus. Oui, je peux même faire un bulletin spécial. Bien, tout à fait, hein? Pourquoi pas, un spécial Snoopy. Secondaire en spectacle à Louis-Joseph Papineau. Oui, revenons un petit peu dans le sérieux. Oui. Secondaire en spectacle.
Ça se déroule demain soir à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. C'est la finale locale, donc des élèves de 3 écoles seront sur les planches, dont l'école secondaire Trois-Chemins, à Sainte-Famille aux Trois-Chemins de Tourceau, l'école J.M. Robert de Saint-André-Avelin et évidemment les jeunes de l'école secondaire de Papineauville montreront leur savoir-faire, leur talent afin de remporter ce concours. Ça se déroule à 19h, c'est au coût de 5 $ et malheureusement, pour ce qui est de l'école secondaire Nance-Gamelin, il n'y aura pas de secondaire en spectacle cette année à cause des compressions gouvernementales et les moyens de pression des enseignants, mais les jeunes ont décidé de se prendre en main, vont pouvoir faire Multitude 23 sous le thème « Embrasser la mariée ». C'est un spectacle, une tradition dans l'école secondaire Armidas-Gamelin. Les jeunes, une quarantaine d'artistes vont y participer. C'est juste qu'il faut être un peu patient. Ça va se dérouler seulement les 29-30 avril prochains. C'est à mettre à l'agenda tout de suite. C'est une soirée qui promet. Il y aura plusieurs... les jeunes se sont laissés aller dans l'écriture. Le prêtre, notamment, aura une blonde. Donc, les 2 ex du marié deviennent les demoiselles d'honneur. Donc, une soirée assez haute en couleur qui promet. 29-30 avril, c'est à mettre à l'agenda. Bien, merci beaucoup, Jessie. J'aimerais ça peut-être prendre quelques temps pour vous parler de la campagne de financement de la TVC. Oui, tout à fait. Qui va commencer à partir du 1er avril. Donc, évidemment, si vous aimez nos émissions, vous pouvez devenir membre de la TVC en achetant une carte de membre au coût de 10 $. Et toi-même, dans le journal à TC Média, vous en avez parlé de la campagne. Oui, c'est important. C'est un organisme communautaire qui est soutenu par la communauté, justement. L'objectif est de 1000 membres et c'est quand même la création de 7 emplois. Ça fait rouler l'économie locale. C'est une expérience aussi pour les jeunes, des fois, qui veulent venir faire des stages. Beaucoup d'avantages, finalement, beaucoup de raisons de devenir membre. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler au 819-281-8250 pour obtenir votre carte de membre au coût de 10 $. Alors, écoutez, merci beaucoup, Jessie. Merci beaucoup à toi. Une belle soirée. Toi aussi. Alors, c'est tout pour notre émission. Je vous invite, si vous avez des nouvelles pour nous, nouvelles avec un S, à commercial tvc.qc.ca. Restez avec nous dans quelques secondes, une capsule mémoire vivante. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne. Au revoir. Dans les années 60, le slasher de Buckingham sera détruit. Ses opérations seront transférées à l'usine existante de Masson ainsi qu'à la nouvelle usine de Pouport située au nord de Buckingham. Le moulin de Pouport était bâti sur une ancienne écluse qui avait été bâtie vers 1870 pour permettre aux bateaux de transport de monter jusqu'au rapide d'Highfall. Et puis de descendre les matériels miniers qui descendaient aussi vers le moulin à Buckingham. Et puis en 1959, l'écluse a été abandonnée. Et puis la compagnie McLaren a décidé de bâtir un moulin à écorçage sur l'écluse. Donc l'écluse passait dans le moulin. Et puis c'est ça qui amenait le courant, c'est ça qui alimentait le bois vers les écorceuses. Ensuite, le bois était rejeté à la rivière, puis descendait à Buckingham. Ça prenait à peu près 2 jours, d'après des vents. Et puis, arrivé au landing, ici. Ensuite, il était acheminé dans une sluice qui s'appelle la Glissoire, vers Masson. Qu'est-ce qu'on appelle des tambours écorceurs? Okay? Il y avait 14 pieds de diamètre, 45 pieds de long. Et puis, à l'intérieur, c'était des surfaces rugueuses. Le bois était acheminé à l'entrée et ça tournait 6 révolutions en minute. Et puis, à mesure que tu mettais du bois dedans, l'ancien bois sortait. Et puis, il tombait sur une courroie. Ensuite, il y avait des trieurs. S'il restait de l'écorce après certaines billes, il les tirait, puis le cycle était recommencé. Et puis, ensuite, les grosses billes... qui était plus que 24 pouces, était passé dans une fendeuse parce qu'à Masson, il ne pouvait pas les prendre.
Heureusement, il n'y a pas eu d'accident, moi, le temps que j'étais là. Puis c'était un métier dangereux parce que tu travaillais, il y avait des bulldozers, il y avait des camions, il y avait des scies à chaîne, les billes qui étaient trop longues, les scies à chaîne. Et puis les convoyeurs, on tenait la sécurité au maximum. Et puis moi, je disais aux employés, ça presse pas. On prend le temps. J'ai connu 8 ans que j'ai été chef d'équipe sans accident avec perte de temps. Moi, j'étais content des hommes qui faisaient attention.